30 minutes. Pas vraiment besoin de se préparer, puisqu'on se lance. J'étais en train de cogiter sur mon atelier d'écriture. Vous savez, c'est hebdomadaire. Chaque dimanche, aventure, là, on part, ça bifurque. Et j'étais en train de ruminer sur, puisque le thème c'est l'autobiographie, sur les souvenirs qu'on pouvait porter chacun de longs voyages, en train, en bus, en voiture, que ce soit qui conduisent ou soit même au volant. Et évidemment, dans la bibliothèque, on pense à des livres, mais dans Claude Simon, dans l'Acacia, il y a peut-être celui qui va pour moi le plus loin, puisque ça traverse de vers Verdun, là-haut, jusqu'à Perpignan, une espèce de train de nuit chaotique, etc. Mais il n'y en a pas tant que ça. Ça m'a amené à relire, à reprendre. C'est pour ça qu'on vit là, dans ces espèces de bulles à livres. C'est-à-dire qu'on porte tous ces voyages, on porte tous un certain nombre de ces voyages. Ça veut dire aussi que pour des Balzac, pour des Flaubert, pour des Nerval, tu sais dire quand et comment ils ont voyagé. Par exemple, dans Proust, il y a ça. Vous vous souvenez, le premier voyage à Balbec, en Normandie, la grand-mère, et pour éviter qu'il ait trop le spleen, qu'il boive un petit peu trop de bière, un petit peu de cognac, puis il est un peu pompette, et puis au réveil, il y a cette gamine qui distribue du lait à ces riches bourgeois qui s'en vont en villégiature. Donc là, peut-être, ça émerge dans Nord de Céline. Là, on commence à les voir arriver, ces voyages, mais il n'y en a pas tant. Et Duras, dans la vie matérielle, il y en a un dont je me souvenais précisément. Ça s'appelle Le train de Bordeaux. Elle a 16 ans. Bon, allons-y, commençons par ça. Non, j'ai pas envie de le lire. Ça sera pour mon atelier d'écriture. Mais quand on prend Duras, c'est toujours comme ça. À la fois, il y a des tics qui t'énervent. Ma mère, point. Et puis en même temps, tu te dis, mais quel culot, quelle audace! Comment on peut balancer comme ça quelque chose qui pique l'écriture à un point tellement exact. 30 minutes. La vie matérielle, je le prends un petit peu n'importe où au milieu, puis on verra jusqu'où ça va. 30 minutes, c'est parti. L'homme mentit. J'ai essayé récemment de faire un livre qui devait s'appeler « L'homme menti ». C'était un homme qui mentait. Il mentait tout le temps, à tout le monde, à propos des faits de sa vie. Le mensonge arrivait sur ses lèvres avant les paroles pour le dire. Il ne le sentait pas passer. Il ne mentait pas sur Baudelaire ou Joyce, ni non plus pour se vanter ou faire accroître à des aventures qu'il aurait eues. Non, rien de cela. Il mentait sur le prix d'un pullover, sur un trajet en métro, l'horaire d'un film, une rencontre avec un copain, une conversation rapportée, un menu, un voyage en entier, les noms des villes compris, sur sa famille, sa mère, ses neveux. Ça n'avait aucune espèce d'intérêt. Les premiers temps, c'était devenir fou. Au bout de quelques mois, on s'habituait. Cet homme était un écrivain merveilleusement doué. Il était très fin, très drôle, très, très charmant. C'était un parleur aussi d'une qualité rare, un homme né de la bourgeoisie et d'une courtoisie de prince, élevé par une mère seule, comme un roi devait l'être, sans que jamais cela ne pèse le moins du monde sur le naturel, le charme. Si je parle de lui de cette façon presque irrésistible, c'est parce qu'il était un amant. L'amant des femmes, qu'il avait le don de les voir, de les connaître à travers un seul regard jusqu'à l'essentiel de leurs désirs et d'en être bouleversé comme jamais je n'ai vu. C'est en cela que je voulais en parler, à travers ce don qu'il avait de les prendre en lui et de les aimer avant même de connaître leur beauté, leur voix. Les femmes étaient le principal de la vie de cet homme et beaucoup de femmes le savaient dès son approche, dès son regard. Cet homme regardait une femme et il était déjà son amant dans l'amour. Il était d'une brutalité à la fois maîtrisée et sauvage, effrayante et polie.
J'ai essayé à plusieurs reprises d'écrire sur cet homme, mais alors que je voulais le faire, voici que le mensonge de cet homme me cachait tout de lui, y compris son visage, son regard. Et voici que c'est possible tout à coup, pour la première fois. Il avait loué un appartement pour lui seul. Il s'était réfugié là pour échapper à tout contrôle, et de ses amis, et de sa famille. Il se voulait jeune, inaltérablement séduisant, avoir une vie de jeune homme, déjeuner d'un croque-monsieur, dîner au restaurant, et avoir les femmes, toutes les femmes, les Françaises de l'hiver, les jeunes Anglaises du printemps. L'été, il allait à Saint-Tropez. Il suivait les femmes dans leurs déplacements. C'était ainsi, en 1950. Il avait décidé de tout vivre, de sa passion des femmes jusqu'à la douleur, le danger. Cela quelque âge qu'il eût atteint, il voulait être terrassé par elles, ne rien perdre de lui-même en proie aux femmes, faire œuvre de son désir. Celle qu'il avait séduite n'était-ce qu'une fois, à travers un regard dans une rue. L'être de son sexe ne les oubliait jamais plus. Quand il était en proie au désir d'une femme déjà en lui désignée, il vivait pour elle la prédilection de sa passion. Les autres femmes n'existaient plus. Ces périodes d'amour pour une seule avaient l'intensité d'un amour divin. Dans ce cas, il ne décidait de rien. Il ne pouvait pas décider de son désir d'une femme, décider d'une conduite de prudence ou de modération à son endroit. Il ne pouvait que mourir de la vouloir. C'était un homme magnifique, achevé dans tous les sens du terme, épuisé de toujours mourir sans en mourir, espérant de la mort autant que de la passion. La seule connaissance qu'il avait de lui-même en passait par les femmes. Les femmes le plongeaient dans une émotion tragique, incontrôlable. Je l'ai vu dans des bars la nuit, pâlir soudain à l'approche de certaines d'entre elles, comme tout à coup au bord de l'évanouissement. Pendant qu'il la regardait, il perdait le souvenir de toutes les autres. Chacune se présentait à lui. Vous avez remarqué aussi qu'il s'agit d'écrire sur un homme, on invente un homme, et puis tout d'un coup, elle est là dans un bar avec lui et elle le voit. Et est-ce que nous, on s'en est aperçu? Non, c'est Duras. Chacune se présentait à lui comme la seule et la dernière, et cela a duré jusqu'à sa mort. Cette mort s'est produite un jour de printemps, à Étretat. Il ne meurt pas de cette mort-là, de cet empêchement abominable, de ne plus avoir le droit de toucher une femme pendant 2 ans, ni de fumer, ni d'aimer, ni celui d'embrasser. Sa vie reprend dans ces conditions. Mais l'infarctus a été très grave, il en mourra 10 ans plus tard. Mais l'infarctus a été très grave, il en mourra, c'est-à-dire, bon, tu veux tant de l'infarctus, tu rajoutes 10 ans, tu prends le temps de la narration, et juste, tu te remets au temps de l'infarctus pour dire, il en mourra 10 ans plus tard. À quelle distance du temps de la narration? C'était pendant ces 2 ans qu'il avait continué à écrire ce livre, commencé il y a pas mal d'années, un livre d'homme très long, des années 50. La longueur des livres est liée à l'époque où on les écrit. Il a eu avec ce livre le prix français le plus important, le Médicis. Il en a été heureux. Là, je ne sais pas qui elle a en tête qui a eu le Médicis, c'est pas elle. Mais elle devait viser quelqu'un. À un ami commun, près de sa mort, je crois, cet homme a dit un jour qu'une fois dans sa vie, il avait aimé une femme de façon durable, qu'il était resté plusieurs années sans la tromper une femme, et cela sans l'avoir décidé. Pourquoi? Il ne savait pas. Une fois dans sa vie, une durée avait été atteinte de façon exclusive, un amour. Pourquoi cela avait-il atteint cette intensité-là avec celle-là plutôt qu'une autre? Il ne savait pas. Il croyait que ce n'était pas à cause de lui, mais d'elle probablement, que ça devait être ainsi toujours, que c'était toujours la femme, toujours, de par son désir à elle, qui devait être responsable du lien des amants, de la permanence, du désir de la femme dépendait l'amour, l'histoire, le tout. Quand le désir de la femme cessait, celui de l'homme cessait de même. Ou s'il ne cessait pas, l'homme devenait misérable, honteux, mortellement atteint, seul. Il croyait que la femme et l'homme étaient différents, mais de façon aussi radicale dans leur chair, leur désir, leur forme, que s'il s'était agi d'une création différente. Il est mort dans une chambre d'hôtel louée pour la nuit. Cet hôtel est très près de l'endroit où j'habite. On a dit qu'elle était très belle, très jeune, rousse, des yeux verts comme la femme de son roman, qu'elle venait de se marier, qu'elle s'était toujours refusée à lui jusqu'à ce soir-là. Elle l'attend. Il arrive en retard, il prend son temps. Il fume une cigarette. Depuis 1 an, il a recommencé à fumer. Tu vois,
Comment tu noues un truc totalement abstrait. Elle l'attend, point, il arrive en retard, point. Ce qu'on retrouvera dans son livre qui s'appelle L'amour, comme si en fait cette espèce de détour par la narration créait la condition d'un livre qu'elle va écrire un petit peu plus tard. Et puis, il fume une cigarette, quelle banalité. Ça n'induit aucun effet de réalité. Par contre, si tu mets juste après, depuis 1 an, il a recommencé à fumer, alors oui, tu te retrouves dans l'illusion de réel. C'est pour ça que là, je me disais, je continue ce texte ou je fais semblant de recommencer la vidéo avec un autre. C'était plutôt celui d'après que je visais, mais ça fait rien, on continue. De toute façon, là, on en est où, là? Oh, on a le temps. Il veut très fort cette femme-là. Il y a des mois et des mois qu'il lui demande d'aller une seule fois avec lui dans une chambre d'hôtel. Elle a cédé. Il est très pâle, dans une émotion qu'il contient mal. Point. Depuis l'infarctus, virgule, à chaque nouvelle femme, il a peur de mourir. Point. Sa mort dure 1 seconde. Il s'agit d'une mort subite. Comme le nourrisson. Il n'a pas le temps de dire que voici la mort. Ça, par contre, c'est intéressant. Il n'a pas le temps de dire que voici la mort. C'est tout d'un coup presque alexandrin boiteux qui vient. Et il y a juste le mot mort là, qui est comme là, dans Apollinaire. Vous savez, crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus. Il n'a pas le temps de dire que voici la mort. Si tu mets en triolet, là par contre, bon, tu retrouves l'espèce de percussion qu'elle a installée. Sa mort dure 1 seconde. Il s'agit d'une mort subite. Alors, mort subite, l'adjectif là, il est totalement une mort, un truc, presque un lieu commun. Il n'a pas le temps de dire que voici la mort. Elle l'a raconté. Et là, le mot raconter, c'est faire revenir en miroir ce jeu-là de dialogue. C'est-à-dire on est dans une scène qui n'est pas racontée. Tout d'un coup, elle raconte. Et là, tout d'un coup, elle se met à distance. Et puis, tu as juste un truc synopsis. Mais c'est le personnage inventé dans l'abstraction qui se met à raconter le paragraphe. Et là, tu es dans l'implacable machine, Marguerite Duras. Tout à coup, elle a reconnu la mort au poids du corps. Il était en elle, déjà. Elle l'a su dans le même instant. C'est beau, hein? Elle s'est sauvée de l'hôtel. En passant, elle a dit à la réception qu'il y avait un mort dans telle chambre qu'il fallait prévenir la police. Le souvenir est très précis. Il marche dans une rue à large foulée. Il est très bien habillé. On revoit les couleurs, les chaussures anglaises à semelles ferrées, un large pull-over moutarde, des pantalons. Mais si le mec, il ment sur le prix du pullover, comme on nous l'a dit 2 pages plus tôt, là, si elle vous dit il portait un pullover moutarde, vous allez la prendre au sérieux? Dans un livre qui s'appelle L'homme menti, il marche très bien, avec une régularité remarquable, il est tout en jambes. Le corps léger l'emporte dans la marche heureuse. Ça, c'est Duras aussi. Le corps léger l'emporte dans la marche heureuse. Il ne la retient pas, il marche. Point. Il regarde. Point. Là, c'est le côté un petit peu tic de notre Marguerite. Il a le regard vide du demi-sommeil. Et demi-sommeil, on sait ce que c'est. Mais tout d'un coup, là, non plus adjectif. Tout à l'heure, on avait mort subite. Mais là, regard vide. Et l'adjectif, tout d'un coup, il est troué par le regard vide du demi-sommeil. C'est-à-dire, c'est vide, mais ça regarde quand même à travers, puisque le sommeil est qu'à moitié. Et cependant, il regarde. Là, le cependant, adverbe, c'est lui qui porte l'instance du réel dans la phrase qui est en train d'être dite. C'est comme ça qu'il apparaît lorsque son nom est prononcé. Il regarde, il cherche, il se cache derrière son regard. Il guette les femmes de Chanel en proie à l'ennui des après-midi d'hiver. D'où sort ce genre de phrase? Une fois, une très jeune femme a demandé à me voir pour que je lui parle de lui. Ce n'était pas celle de l'hôtel. Elle était à peine sortie de la tragédie qu'avait été sa mort pour elle. Elle cherchait partout quelqu'un qui soit capable de parler de cet homme d'une façon satisfaisante, de tant d'intelligence, on n'en doute pas, de tant de profondeur, on n'en doute pas, de tant de pureté, on peut en douter. Je n'ai presque rien dit. Comment vous faites, vous, quand vous utilisez le mot « presque »
dans un de vos textes. On s'était connus dans une fête à Noël où j'avais décidé d'aller seul pour trouver un amant un soir. Je vous la refais. On s'était connus dans une fête à Noël où j'avais décidé d'aller seul pour trouver un amant un soir. Il était parti de la fête avec moi et j'avais reculé, j'avais voulu rentrer. On avait cet ami commun, tout le monde se connaissait dans Paris comme maintenant, c'est évident d'ailleurs. Il a téléphoné à cet ami, toujours le même, et lui a demandé de me faire savoir qu'il m'attendrait dans un café donné. Il m'a attendu 5 à 6 heures par jour dans ce café, assis face à la rue, comment il le sait puisqu'elle n'est pas venue, pendant 8 jours. J'ai résisté. Je sortais chaque jour, mais pas de ce côté-là de Paris. Cependant, je mourais de vivre un nouvel amour. Le 8e jour, je suis entré dans le café comme on va à l'échafaud. Fin. Et c'est ça la vie matérielle. C'est que des cut. Les photographies, au pluriel. C'est pendant les déménagements que les photos se perdent. Ma mère en a fait entre 20 et 25 au cours de sa vie. Le compte des photos. Et nous, combien on en fait, combien on en a, combien on stocke, combien on en perd. Et là, ça nous amène dans une autre chose. Ma mère en a fait entre 20 et 25 au cours de sa vie. Je pense que Lovecraft, par exemple, ça doit être un peu 80, quelque chose comme ça. Et c'est là que nos photos de famille se sont perdues. Les photos glissent derrière les tiroirs et elles restent là. Et au mieux, on les retrouve au nouveau déménagement. Au bout de 100 ans, elles se cassent comme du verre. Les photos de 100 ans, on ne manipule pas tous les jours. L'ai-je déjà dit? Facile. Un jour, j'ai trouvé, c'était vers les années 50, sous le tiroir d'une armoire achetée en Indochine, une carte postale datée de 1905, adressée à quelqu'un qui habitait rue Saint-Benoît cette année-là. La photo, sans laquelle on ne peut pas vivre, existait déjà dans ma jeunesse. Pour ma mère, la photo d'un enfant petit était sacrée. Pour revoir son enfant petit, la répétition. Pour ma mère, la photo d'un enfant petit était sacrée. Point. Pour ma mère, la photo d'un enfant petit était sacrée. Pour revoir son enfant petit, c'est-à-dire qu'en rapprochant enfant petit du pour qui amorce la phrase, on change complètement cette espèce de mâchement qui fait que vous êtes obligé de vous attraper à la phrase qui va venir derrière comme une espèce de corde. Sinon, pour ma mère, la photo d'un enfant petit était sacrée. Que des 1, 2, 1, 2, 1, 2, non, 1, 2, 3. Pour ma mère, 1, 2, 3, la photo 1, 2, 3 d'un enfant petit était sacrée. Pour revoir son enfant petit, on en passait par la photo. On le fait toujours. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2. C'est mystérieux. 1, 1, 2, 3. Bloc. Les seules photos de Yann Andrea, son compagnon, que je trouve belles, ce sont celles d'il y a 10 ans, quand je ne le connaissais pas. Il y a dans ces photos ce que je recherche en lui maintenant, l'innocence de ne rien savoir encore, de ne pas savoir ce qui nous arriverait en septembre 1980, en bien ou en mal. Est-ce qu'une photo contient ce qui arrivera au personnage? Non. Est-ce que nous, quand on voit une photo, on installe dans le support de la photo ce qu'on sait qu'on deviendra après elle? Oui. Faites littérature avec ça, c'est un bon exercice aussi. À la fin du 19e siècle, on allait se faire photographier chez le photographe du village. Comme dans L'Amant, les habitants de Vinlong le faisaient, cela pour exister davantage. Il n'y a pas de photographie de votre arrière-grand-mère. Vous pouvez chercher, alors que moi, à une génération d'intervalle, par rapport à Marguerite Duras, bah oui, forcément. Vous pouvez chercher dans le monde entier, il n'y en a pas. Dès qu'on le pense, l'absence de photographie devient un manque essentiel et même un problème. Comment ont-ils vécu sans photo? Nous, on dira, comment ont-ils vécu sans Internet? Sauf que c'était nous qui vivions sans Internet. Il faut que j'arrête de dire des bêtises en lisant. C'est quand même Duras.
Il n'y a rien qui reste après la mort du visage et du corps. Faut pas surcharger. Il n'y a rien qui reste après la mort, virgule, du visage et du corps. Aucun document sur le sourire. Et voilà. Tout d'un coup, tu passes sur un sommet. Comment ont-ils vécu sans photo? Il n'y a rien qui reste après la mort, du visage et du corps. Aucun document sur le sourire. Et si on avait dit aux gens que la photo viendrait, ils auraient été bouleversés, épouvantés. Je crois qu'au contraire de ce qu'auraient cru les gens et de ce qu'on croit encore, la photo aide à l'oubli. Elle a plutôt cette fonction dans le monde moderne. Le visage fixe et plat, à portée de la main, d'un mort ou d'un petit enfant. On n'est plus enfant petit, puisque c'est à côté d'un mort, d'un enfant petit, on revient petit enfant. Ce n'est toujours qu'une image. Le visage fixe et plat à portée de la main d'un mort ou d'un petit enfant. Le visage fixe et plat à portée de la main d'un mort ou d'un petit enfant. Et ce n'est toujours qu'une image pour 1 million d'images dont on dispose dans la tête. Comment tu peux lire Duras sans être tout le temps en accélérant, ralentissant, immobilisant? Et là, elle est terriblement contemporaine. Enfin, non, elle nous dicte une nouvelle contemporanéité. Et le film du million d'images, tu passes de l'image au film, sera toujours le même film. Et le film du million d'images sera toujours le même film. Ça confirme la mort. Je ne sais pas à quoi a servi la photographie dans ses premiers âges, pendant la première moitié du XIXe siècle. Quel était son sens pour l'individu au cœur de sa solitude? Si c'est pour revoir des morts ou si c'est pour se voir lui, je suis sûr. On est toujours soit confondu, soit émerveillé, toujours étonné devant sa propre photo. On a toujours plus d'irréalité que l'autre. C'est soi qu'on voit le moins dans la vie, y compris dans cette fausse perspective du miroir. Au regard de l'image composée de soi qu'on veut retenir, la meilleure, celle du visage armé que l'on tente de retrouver quand on pose pour la photo. Je continue. Et probablement, je n'aurai pas le temps d'aller au bout des 5 pages de ce nouveau texte. Mais vous allez voir comment on passe tellement d'un univers à l'autre que cette disjonction fait que ce livre, la vie matérielle, rien ne peut le rassembler. Et c'est pour ça qu'il reste toujours à vous trembler dans les mains. Le coupeur d'eau, c'est un jour d'été. Il y a quelques années, dans un village de l'Est de la France, 3 ans peut-être ou 4 ans, l'après-midi, un employé des eaux est venu couper l'eau chez des gens qui étaient un peu à part, un peu différents des autres, disons arriérés. Ils habitaient une gare désaffectée. Le TGV passait dans la région que la commune leur avait laissée. L'homme faisait des petits travaux chez les gens du village et il devait avoir des secours de la mairie. Ils avaient 2 enfants de 4 ans et d'1 an et demi. Devant leur maison, très près, passait cette ligne du TGV. C'étaient des gens qui ne pouvaient pas payer leurs notes de gaz, ni d'électricité, ni d'eau. Ils vivaient dans une grande pauvreté. Et un jour, un homme est venu pour couper l'eau dans la gare qu'ils habitaient. Il a vu la femme, silencieuse. Le mari n'était pas là. La femme, un peu arriérée, avec un enfant de 4 ans et un petit enfant d'1 an et demi. L'employé était un homme apparemment comme tous les hommes. Cet homme, je l'ai appelé le coupeur d'eau. Il a vu que c'était le plein été. Il savait que c'était un été très chaud puisqu'il le vivait. Il a vu l'enfant d'1 an et demi. On lui avait ordonné de couper l'eau. Il a laissé la femme sans eau aucune pour baigner les enfants, pour leur donner à boire. Le soir même, cette femme et son mari ont pris les 2 enfants avec eux et sont allés se coucher sur les rails du TGV qui passait devant la gare désaffectée. Ils sont morts ensemble,
sans mettre à faire, se coucher, faire tenir les enfants tranquilles, les endormir peut-être avec des chansons. Le train s'est arrêté, dit-on. Voilà, c'est ça l'histoire. Dis-moi combien de temps il me reste. 8 minutes. Ben, on continue le coupeur d'eau. Le train s'est arrêté, dit-on, et pas de virgule. Voilà, virgule, c'est ça l'histoire. Le train s'est arrêté, dit-on. Voilà, c'est ça l'histoire. L'employé a parlé. Il a dit qu'il était venu couper l'eau. Il n'a pas dit qu'il avait vu l'enfant, que l'enfant était là avec sa mère. Il a dit qu'elle ne s'était pas défendue, qu'elle ne lui avait pas demandé de laisser l'eau. C'est ça qu'on sait. Je prends ce récit que je viens de faire et tout à coup j'entends ma voix. Elle n'a rien fait, elle ne s'est pas défendue. C'est ça, on doit le savoir par l'employé des eaux. Il n'avait pas de raison de ne pas le faire puisqu'elle ne lui a pas demandé de ne pas le faire. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ? C'est une histoire qui rend fou. Je continue, j'essaye de voir. Elle n'a pas dit à l'employé des eaux qu'il y avait les deux enfants, puisqu'il les voyait, les deux enfants, ni que l'été était chaud, puisqu'il y était dans l'été chaud. Elle a laissé partir le coupeur d'eau. Elle est restée seule avec les enfants un moment, et puis elle est allée au village. Elle est allée dans un bistrot qu'elle connaissait. Dans ce bistrot, on ne sait pas ce qu'elle a dit à la patronne. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Elle est allée dans un bistrot qu'elle connaissait. Dans ce bistrot, on ne sait pas ce qu'elle a dit à la patronne. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si la patronne a parlé. Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas parlé de la mort. Peut-être lui a-t-elle raconté l'histoire, mais elle ne lui a pas dit qu'elle voulait se tuer. Tuer ses deux enfants, et son mari, et elle-même. Les journalistes, ne sachant pas ce qu'elle avait dit à la patronne du café, n'ont pas signalé cet événement. J'entends par événement cet instant-là, quand cette femme est partie de chez elle avec ses deux enfants, après qu'elle ait décidé de la mort de toute la famille. Si ça avait été chez Minuit, Jérôme Ladon, Marguerite Duras, après qu'elle avait décidé, vous êtes d'accord, on corrige. Après qu'elle ait décidé, mais là, on a gardé là. Après qu'elle ait décidé de la mort de toute la famille, dans un but qu'on ignore, de faire quelque chose ou de dire quelque chose qu'elle avait à faire ou à dire avant de mourir. Là, je rétablis le silence de l'histoire, entre le moment de la coupure d'eau et le moment où elle est revenue du café, c'est-à-dire que je rétablis la littérature avec son silence profond, c'est-à-dire que je rétablis la littérature avec son silence profond. C'est ça qui ne triche pas chez Duras. C'est ce qui me fait avancer. C'est ce qui me fait pénétrer dans l'histoire. Sans ça, je reste au dehors. Elle aurait pu attendre son mari et lui annoncer la nouvelle de la mort qu'elle avait décidée. Mais non, elle est allée au village, là-bas, dans ce bistrot. Si cette femme s'était expliquée, ça ne m'aurait pas intéressé. Christine Villemain, qui n'est pas capable d'aligner deux phrases, elle me passionne parce qu'elle n'est pas capable, parce qu'elle a ce que cette femme a aussi, la violence insondable. Il y a une conduite instinctive qu'on peut essayer d'explorer, qu'on peut rendre au silence. Rendre au silence une conduite masculine est beaucoup plus difficile, beaucoup plus faux, parce que les hommes, ce n'est pas le silence. Dans les temps anciens, dans les temps reculés, depuis des millénaires, le silence, c'est les femmes. Dans la littérature, donc, la littérature, c'est les femmes. Qu'on y parle d'elles ou qu'elles la fassent, c'est elles. Donc, cette femme dont on croyait qu'elle ne parlerait pas parce qu'elle ne parlait jamais, elle a dû parler. Elle n'a pas dû parler de sa décision, non. Elle a dû dire une chose en remplacement de ça, de sa décision, et qui pour elle en était l'équivalent, et qui en resterait l'équivalent pour tous les gens qui apprendraient l'histoire. Peut-être était-ce une phrase sur la chaleur. Elle serait devenue sacrée.
C'est dans ces moments-là que le langage atteint son pouvoir ultime. Quoi qu'elle ait dit à la patronne du bistrot, ces paroles disaient tout. Ces 3 mots, les derniers qui précédaient la mise en œuvre de la mort, étaient l'équivalent du silence de ces gens pendant leur vie. Ces paroles, personne ne les a retenues. Ça se passe tous les jours comme ça dans la vie, au moment d'un départ, d'une mort, d'un suicide que les gens ne soupçonnent pas. Les gens oublient ce qui a été dit, ce qui a précédé, et auraient dû les alerter. Ils sont allés tous les 4 se coucher sur les rails du TGV devant la gare, chacun un enfant dans les bras, et ils ont attendu le train. Le coupeur d'eau n'a eu aucun ennui. J'ajoute à l'histoire du coupeur d'eau que cette femme qu'on disait arriérée savait quand même quelque chose de façon définitive. C'est qu'elle ne pourrait jamais plus. De même qu'elle n'avait jamais pu compter sur quelqu'un pour la sortir de là où elle était avec toute sa famille. Qu'elle était abandonnée par tous, par toute la société, et qu'il ne lui restait qu'une chose à faire, c'était de mourir. Elle le savait. C'est une connaissance terrible, très grave, très profonde qu'elle avait. Donc, même sur l'arriérisme de cette femme, à partir de ce suicide, l'arriérisme, il faudrait revenir, si on parlait d'elle une fois, ce qu'on ne fera jamais, sauf qu'elle, elle l'a fait. C'est sans doute ici pour la dernière fois que sa mémoire est évoquée. J'allais dire son nom, mais je ne le connais pas. C'est comme ça ébauche aussi l'histoire du jeune aviateur anglais. L'affaire a été classée. Reste dans la tête la soif fraîche et vive d'un enfant dans l'été trop chaud, à quelques heures de la mort, et la marche en rond de la jeune mère arriérée, attendant l'heure. Fin de ce texte. Il me reste encore 1 minute. Ben vous savez, on va s'en tenir là. Juste les 3 dernières lignes encore. Reste dans la tête la soif fraîche et vive d'un enfant dans l'été trop chaud, à quelques heures de la mort, et la marche en rond de la jeune mère arriérée, attendant l'heure. J'ai envie de faire, non pas 1 minute de silence, mais 30 secondes de silence après ce texte. Vous avez vu 3 textes. Est-ce qu'il y a un point commun d'un à l'autre? Bah ouais, Marguerite Duras. Ça va sonner. Ça sonne. On continuera la prochaine fois. Pas demain, demain je suis à Beaubourg. 4 mois que j'ai pas pris le train. Juste, enfin, quand je dis demain, maintenant, justement, au moment là où vous avez écouté ça. C'est impressionnant de savoir, si vous m'entendez là, que vous avez écouté ce texte.